J'ai débuté cette série de vidéos il y a presque un an et quelle aventure! Honnêtement, je pensais que le plus long, ce serait de réussir à choisir des composants. Mais j'ai réappris à mes dépens que Windows 98, ça fonctionnait pas out the box, et que les drivers des périphériques n'étaient pas toujours stables. Mais après pas mal de tests, j'ai finalement retenu les composants suivants. Comme vous pouvez le voir, le build est donc à base d'AMD Athlon XP, Nvidia GeForce 4 Ti 4200 et Creative ODJ. Et aujourd'hui j'ai quasiment tout ce qu'il me faut, donc je peux m'attaquer à l'assemblage. Mais il me manque tout de même un composant important, le boîtier. Et justement, j'ai là un Antec VSK 4000. C'est un modèle d'entrée de gamme au format ATX qui va donc me permettre de caser des cartes mères assez grandes. Et c'est un boîtier pas trop cher, il a dû me coûter une cinquantaine d'euros tout compris. Il m'en fallait un avec un emplacement pour lecteur de disquette et des ports USB 2.0 parce que je pensais que l'USB 3.0 ne serait pas utilisable. En fait si. Et à l'intérieur, il y a un ventilateur de 80 mm pour l'extraction d'air. Et oui, ça aurait été sympa de trouver un boîtier en blanc ou en beige, mais c'est moins courant. Maintenant que j'ai mis à jour ma fiche de build, il est temps de m'attaquer à l'assemblage. Le petit kit de visserie, avec notamment les entretoises qui vont me permettre de fixer la carte mère. Alors je me suis installé dans une position un peu plus confortable pour pouvoir travailler, j'ai couché le boîtier et je vais commencer par installer l'alimentation. C'est celle non modulaire, donc les câbles vont prendre un maximum de place, mais on dirait qu'on peut les passer sous le panneau de support de la carte mère. Alors vous voyez cette ouverture? Sur les boîtiers récents et bien conçus, on peut faire passer les câbles d'alimentation par là, afin de les cacher sous la carte mère. Mais moi je suis un peu sceptique car je suis pas sûr que ce modèle de boîtier soit conçu pour ça. Mais je vais quand même essayer. Ouais, à mon avis je pourrais pas fermer le boîtier, mais bon, je verrai bien. Maintenant, j'aimerais m'attaquer à la carte mère, mais il faut pour cela que je mette en place le I/O Shield. Ah, ce petit bruit de clipsage de I/O Shield. C'est un plaisir simple de la vie, mais j'adore. Alors, je m'intéresse maintenant aux petites entretoises qui vont servir à visser la carte mère, donc typiquement celle-ci, regardez. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que sur la carte mère, il en faut un peu plus, puisque les 6 qu'on a vus vont correspondre à ça, les trous qui sont ici. Donc en fait, les entretoises qui sont montées sont adaptées à une carte mère micro ATX. Donc soit il faut rajouter des entretoises, puisqu'on peut venir en visser ici, ou alors sinon on peut simplement mettre un petit support comme ça en plastique, et moi c'est ce que je vais faire. Allez, faisons entrer la carte mère. Et là aussi, je trouve ce son très satisfaisant. Et pour l'instant, ça rend pas trop mal, c'est propre. Mais bon, il n'y a pas encore les câbles, donc je triche un peu. Je branche le ventilateur du boîtier. Et ensuite, je vais brancher les connecteurs frontaux du boîtier. Alors ce petit connecteur là, c'est pour relier la prise jack du casque et celle du micro qui sont en frontal sur le boîtier. Mais malheureusement, je ne peux pas l'utiliser puisque ma carte son Creative ODJ n'est pas compatible. Donc tant pis. Ce petit connecteur USB noir, c'est pour le port USB 2.0. Et ensuite, j'ai toute la partie front panel, donc les voyants et les boutons, basiquement. Et enfin, j'ai le connecteur USB 3. Alors bien sûr, j'ai pas de USB 3 sur ma carte mère, donc je vais utiliser cet adaptateur. Par rapport au branchement du front panel, normalement la carte mère indique à quoi servent chaque pin, ce qui permet de brancher le bon connecteur au bon endroit,
Mais dans mon cas, j'ai un peu de mal à lire, c'est pas très accessible, donc eh bien je vais me référer au manuel, puisque je l'ai en version papier. Et voilà, si je ne me suis pas trompé, l'ensemble des éléments du front panel devrait être correctement branché maintenant. Petit problème puisque j'ai qu'un seul connecteur USB sur la carte mère alors que j'ai 2 ports frontaux à brancher. Donc pour le moment, je ne vais brancher que celui en USB 3.0 avec l'adaptateur. Alors, hors caméra, je me suis rendu compte que mon câble management pour l'alimentation n'allait pas du tout. Comme je m'en doutais un peu, je peux pas fermer le boîtier si les câbles passent par en dessous. Donc, eh bien, pas le choix, je les ai remis à l'intérieur du boîtier, en vrac pour l'instant, et je verrai après ce que je peux faire. Je vais maintenant m'attaquer au montage des périphériques. Le disque dur, c'est un modèle de 20 Go que j'ai pas testé, et on verra bien ce qu'il vaut. Alors là, on entre dans la partie du build où je galère, comme souvent. Pour pouvoir monter les périphériques, il faut que j'éjecte les caches, et celui du lecteur CD ne m'a pas posé de soucis. En revanche, celui du lecteur de disquette m'oppose une certaine résistance. Alors là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce que je m'acharne comme un idiot alors que je pourrais juste lire la documentation? Eh bien en fait, il n'y a pas de documentation malheureusement. Il n'y en avait pas en format papier quand j'ai reçu le boîtier, et je suis allé voir sur le site de Antech, j'ai pas trouvé. J'ai recherché sur internet sur les très nombreux sites qui répertorient des notices diverses et variées, et j'ai pas trouvé. Donc c'est un point négatif de ce boîtier, et je dirais même que c'est un gros carton rouge pour Antech, puisqu'il n'y a juste pas de documentation pour ce boîtier. Heureusement, il s'avère que lorsque j'ai tourné les rushs où je démonte le boîtier, eh bien j'ai fini par trouver une documentation, bon, qui n'est pas celle du boîtier, mais qui était un modèle un peu lointain, mais qui ressemblait un peu. Et cette documentation disait qu'on pouvait tirer le front de bezel par le dessous pour le retirer. Sauf que là, au moment où je fais le montage, eh bien j'ai pas réussi à retrouver cette documentation, ni aucune autre qui est similaire. Donc j'ai pas d'image pour illustrer. Néanmoins, c'est la manipulation que vous allez me voir faire juste après. Maintenant que j'ai retiré le cache, je peux remettre le bezel en place. J'insère le lecteur de disquette. Et il match plutôt bien au niveau de la couleur, regardez. Et maintenant, autour du lecteur de CD-ROM. Lui aussi, c'est plutôt bien. Bon, il faudra peut-être que je passe un petit coup de produit puisque j'avais un peu les mains grasses. Maintenant, il faut que je visse. Alors, je ne mets que 2 vis, une de chaque côté, ça devrait suffire. Alors, le vissage du lecteur de disquette, c'était pas évident puisque mon doigt est beaucoup trop gros. En fait, il m'aurait fallu un tournevis aimanté, mais j'en ai pas malheureusement. Autour du disque dur. Alors il y a un emplacement là, mais je ne sais pas si c'est un emplacement pour SSD, ça a l'air assez petit. Alors, est-ce que ça va rentrer? Ça va être la galère pour le câble management, je sens. Oui, ça rentre, parfait. Bon, par contre, il y aura peut-être pas de... Il y aura peut-être un peu de vibration, puisque le disque est vraiment coincé dans le boîtier. Alors, est-ce que j'arrive à le... C'est pas la bonne vis ou quoi? Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment besoin de le visser, puisque regardez, il est déjà bien encastré dans le boîtier, donc je pense qu'il bougera pas. Donc il va rester comme ça. Bon, maintenant, il va falloir que je branche tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de câble management à faire. Et donc, plutôt que de faire ça face caméra avec les inconvénients que ça a, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Et après, vous verrez le résultat de ce que j'aurais réussi à faire. Donc, voici le résultat. Je suis assez content de moi. Je vais voir si ça tient. Donc, pour les câbles IDE, j'ai mis les nappes de forme arrondie, en espérant qu'elles ne sont pas défectueuses, parce que j'avais un petit doute, mais bon, tant pis, on verra bien. J'ai branché les alimentations qui vont bien, j'ai essayé de fourrer des câbles un peu au-dessus de la baie, dans la baie 525. Et surtout, j'avais un gros torrent de câbles inutile qui venait d'alimentation et que je pouvais pas retirer puisque c'est une alimentation qui n'est pas modulaire.
Et donc là, on ne se rend pas forcément compte, mais tous ces câbles, je les ai fixés entre eux avec du serre-câble et je les ai fourrés au-dessus du lecteur CD. Ce qui fait qu'au final, c'est pas trop moche. C'est pas extrêmement propre, disons, mais au moins l'accès à la carte mère est dégagé. Et ça, c'est l'essentiel. Je vais maintenant insérer une barrette de RAM. J'ai trouvé ce modèle en 256 Mb, ce qui devrait être plus que suffisant pour Windows 98. Alors pour la carte graphique, il y a déjà ce petit bracket que je pourrais dévisser, mais le problème c'est que regardez, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, en fait ça ne correspond pas. Je pense que ce petit bracket là, c'est pour les cartes mères qui ont un port PCI Express. Je soupçonne que le port PCI Express soit légèrement plus remonté. Donc là, pour le AGP, il va falloir que je retire, voilà, que je retire ce petit cache. Voilà. Et ensuite, je pourrais mettre... Et voilà. Et rebelote pour la carte son. Alors la carte son, je vais pas forcément la mettre trop près. Donc je vais... Voilà, on va le mettre ici. Alors j'arrive pas à la mettre puisque je soupçonne que... Ouais, je soupçonne qu'en fait elle est un peu tordue en bas. Donc hors caméra, j'ai réussi à peu près à détordre la plaque métallique, donc réessayons. Voilà. C'est beaucoup mieux. Par contre, il va falloir que je mette aussi cette petite extension pour pouvoir brancher mon joystick. Voici le résultat quasiment final du montage. Pas mal, non? Moi, je suis très content hein, et j'ai hâte de tester. Allez, on branche le nécessaire pour pouvoir essayer tout ça et c'est parti pour le smoke test. Enfin, je dis smoke test, je sais bien qu'il va pas exploser, mais si vous avez déjà assemblé un PC dans votre vie, vous devez savoir que ça marche jamais du premier coup. C'est parti. Hey, ça marche! Alors, outre ce message floppy disk fail, sur lequel je reviendrai très rapidement, il y a ce petit souci avec le lecteur CD aussi. C'est pas très grave, mais il est détecté en slave alors qu'il est tout seul sur sa nappe. Il faudrait plutôt qu'il soit en master. Mais bon, j'ai un peu la flemme de tout démonter juste pour changer le jumper, donc il va rester comme ça pour l'instant. Je vais plutôt essayer de vous faire écouter les sons du boîtier. Alors, à propos du bruit, on a entendu peut-être un peu le disque dur, mais ça, moi, ça ne me gêne pas, hein. Les crépitements des vieux disques durs, j'aime beaucoup. Et on entend aussi la ventilation. Alors, je vais essayer d'arrêter le ventilateur de la carte graphique sans me faire râper les doigts. Bon, c'est raté. Ouais, donc en effet, je pense que le bruit vient de la carte graphique, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi le disque dur. Il y avait déjà les bruits de crépitement que j'ai mentionnés, mais là c'est autre chose. Je pense que c'est le moteur qui fait tourner les plateaux qu'on entend. Alors j'avais bien prévenu qu'un build ça ne marche pas du premier coup, hein. Et justement voici le premier problème. C'est que l'ordinateur reste bloqué sur la détection des périphériques IDE. Il ne boot pas. Et il y a aussi le voyant du lecteur de disquette qui reste allumé à envers. Je pense qu'il est mal branché. Alors nouvel essai sachant que j'ai inversé le sens de branchement de la nappe floppy. Et voilà, c'est bon, en fait c'était ça. Donc on va essayer de démarrer sur la disquette de démarrage de Windows 98.
Nouveau problème, Fdisk ne reconnaît pas le disque dur. Alors étant donné qu'il est reconnu par le BIOS, je pense qu'il fonctionne, mais que Fdisk ne le reconnaît pas car il doit y avoir une table de partition non reconnue, sûrement du GPT. J'ai donc téléchargé une image bootable de Linux, la distribution Gparted, et je l'ai mis sur clé USB. Bon, l'ordinateur ne semble pas capable de booter sur clé USB, même en trifouillant les paramètres dans le BIOS, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai dû me résigner à utiliser un CD-ROM, j'ai gravé l'ISO de Gparted dessus, et cette fois, il accepte de booter. Cependant, il crache très rapidement, je me heurte à un kernel panique systématiquement. Je soupçonne le fait qu'il ait été compilé avec des options trop récentes pour mon matériel. Bon, sortons l'artillerie lourde, avec une distribution Linux très légère, très ancienne qui devrait faire l'affaire. Damn Small Linux, ou DSL. À l'époque, je l'utilisais sur une machine avec 96 MB de RAM, donc là ça devrait fonctionner. Et en effet, à l'exception de ce léger glitch graphique, elle fonctionne. Comme on peut le voir, il y a une partition en NTFS sur le disque, mais par contre je ne sais pas si la table est en MBR ou en GPT. Du coup, je vais juste reset le disque avec une commande qui écrase la table de partition. Mais au reboot, toujours pareil, disque non reconnu. Donc retour sur Damn Small Linux où là je vais carrément lui créer une table de partition en MBR. Et cette fois miracle, le disque est enfin reconnu par Fdisk. Bon, j'ai crié victoire trop vite car c'est maintenant la commande format qui échoue. Donc le dernier test que j'ai fait, c'est de retirer cette nappe IDE de format arrondi et j'ai mis un bon vieux câble plat qui est le câble que j'ai utilisé dans mes tests et du coup cette fois j'ai un résultat un peu différent. Là, on va voir que si je tape un format ces deux points, et bien là il ne m'envoie plus paître entre guillemets, hein. Il accepte de formater le disque, donc allons-y. Et alors je l'ai mentionné au début des rushs, mais je ne sais pas si je le garderai dans le montage final, mais j'avais déjà un doute sur cette nappe. J'avais déjà eu des problèmes et je soupçonnais que c'était dû à ça. Donc là je pense que mes soupçons sont définitivement fondés. Donc je vais mettre ça à la poubelle. Alors hors caméra, j'ai fait l'installation de Windows 98 et tout s'est bien passé, sauf que la carte son n'est pas détectée. J'ai lancé l'utilitaire d'ajout de nouveau matériel, mais il ne trouve rien. Donc je vais essayer de retirer la carte son et la remettre en place. Alors j'ai mis le boîtier à plat, c'est moins pratique pour filmer, mais c'est beaucoup mieux pour le troubleshoot. La carte a fini par apparaître, la manipulation a donc eu un certain succès, cependant le problème est très vite revenu. Là par exemple, c'est un essai filmé un peu plus tard et la carte son avait encore disparu. Du coup, j'ai carrément changé avec une autre ODJ que j'avais en stock et maintenant tout est ok. La carte son est bien détectée et les drivers ont été installés. À ce stade-là, je me suis dit que tout allait bien et que je pouvais refermer le boîtier. En fait, je vais devoir le rouvrir juste après, mais au moins ça me permet d'admirer le look du boîtier que je trouve très sympa à regarder. Il fait très propre et moi j'adore. Pour tester mon build, je vais installer Total Air War. C'est une simulation aérienne focalisée sur le F-22 et j'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Et je note que le jeu existe en QV DirectX et 3DFX. Malheureusement, vous commencez à connaître la chanson « Rien ne se passe jamais comme prévu ». Ainsi, le jeu crache très rapidement et c'est systématique, impossible de jouer. Alors, étant donné que le jeu a l'air de tourner en accéléré, je me suis dit qu'il fallait peut-être downclocker la fréquence du CPU. C'est donc ce que j'ai fait, je l'ai diminué à 650 MHz, c'est le minimum possible pour ce setup. Et cette fois, le jeu ne semble plus fonctionner en accéléré, mais il crache encore. Pour tenter de diminuer encore la vitesse, j'ai désactivé le cache L2. Mais bon, le jeu crache encore. Du coup, allons-y, désactivons aussi le cache L1 pour voir. Et alors là, l'ordinateur est supra lent. Il m'a fallu plusieurs minutes rien que pour booter Windows 98. Et le pire, c'est que ça crache encore. D'ailleurs, une petite digression pour parler rapidement des caches et de la mémoire. Il y a un petit billet sympathique sur Linux FR qui ramène à taille humaine la vitesse de récupération des données. Ainsi, accéder à une information dans le cache L1, c'est comme prendre 1 seconde pour lire un post-it sur votre bureau. Le cache L2, c'est comme prendre 5 secondes pour trouver un document et chercher l'information. Et je vous laisse lire les détails, mais sur un SSD en SATA, ce serait équivalent à attendre une journée et une nuit pour trouver l'information. Donc ça permet de voir à quel point les caches L1 et L2 sont rapides par rapport au reste des stockages.
Pour en revenir avec mon problème sur Total Air War, j'ai cherché sur internet. Et c'était pas facile car le jeu n'est pas si populaire que ça, il y a donc pas une grosse communauté derrière. Néanmoins, j'ai tout de même trouvé un wiki qui mentionne des problèmes de crash avec le driver MIDI des cartes créatives quand la musique est activée. Du coup, allons-y, j'ai réinstallé le jeu et j'ai décoché la musique. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, les problèmes volent en escadron. Je n'arrive plus à démarrer Windows, je me heurte systématiquement à un BSOD, suite à quoi plus rien ne répond. J'ai fait une très longue session de troubleshoot hors caméra, j'ai réinstallé Windows plusieurs fois, mais rien à faire, ce BSOD revenait systématiquement. Et en plus, il y avait des formatages qui se comportaient un peu bizarrement, soit qui prenaient beaucoup de temps, soit qui échouaient carrément. J'ai fini par changer de disque dur. Ça, c'est l'ancien, celui de 20 Go, et à la place, j'ai mis un modèle de 160 Go que j'avais déjà utilisé pour mes tests. Et là, enfin, les BSOD ont disparu. Ah oui, et j'ai dû aussi changer de lecteur CD car il ne s'ouvrait plus. Quand je vous disais que les emmerdes volent en escadrille, bon, la couleur ne correspond pas, mais c'est le seul que j'ai pour l'instant. Et moi je pensais que les périphériques de ce genre c'était increvable, mais je dois bien constater que j'en ai plusieurs qui m'ont lâché récemment. Bon, cette fois, je vais bien pouvoir jouer, non ? J'ai changé de disque dur, de lecteur CD, j'ai réinstallé 4 fois Windows, ça commence à bien faire. Et finalement, ça marche, victoire ! Ce jeu est sorti à la fin des années 90 et c'est amusant de voir tous les avions proposés dans la liste, même si on ne peut les sélectionner qu'en tant qu'ennemis. Il y a même le Rafale alors qu'à l'époque cet avion n'était pas encore entré en service. Alors, je fais un peu n'importe quoi, mais imaginez bien que je joue au clavier et que je ne me rappelle absolument pas des touches. Là par exemple, je ne sais pas comment tirer un missile, donc je laisse passer l'ennemi devant moi sans rien faire. Allez, autre jeu pour tester le build, Serious Sam. Le tout premier, l'original, le premier contact avant même qu'il ne s'appelle comme ça. Autre jeu que j'adore, Jedi Outcast. Il fait partie de la série des Jedi Knight qui a commencé avec Dark Force et ce jeu est vraiment génial, tant au niveau du gameplay que de l'histoire et de l'ambiance. Croyez-moi, les Jedi Knight sont une bien meilleure suite à Star Wars que la post-logie Star Wars elle-même, même si c'est pas dur. Si vous aimez le Mandalorien, les Jedi Knights devraient vous plaire. Tu es venu chercher ton sabre laser. Changement de registre avec Jazz Jack Rabbit 2. Là aussi une petite pépite du jeu vidéo PC, un concurrent à Sonic beaucoup moins connu mais très fun. Bon. Et si je profitais de mon nouveau setup pour tester ce petit bijou ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joystick à retour de force qui se branche sur le port MIDI de la carte son. Et celui-là, je l'ai acheté en occasion dans un état impeccable. Boîte entière, bundle, film plastique et pas une égratignure. Étant donné que j'ai le CD-ROM de driver, c'est parfait, même pas besoin de chercher sur internet. Mais bon, jusque-là c'était bien trop facile et c'est le retour des problèmes puisque le joystick n'est pas détecté. J'ai bien le retour de force ainsi qu'une LED verte qui m'indique qu'il est bien branché, mais rien à faire. Du coup, j'ai essayé de remplacer la Creative Audigi par une Sound Blaster Live que j'avais en stock, mais ça ne change rien. J'ai essayé de réinstaller le DirectX 5 qui était nécessaire pour le joystick, mais pareil. Je suis allé voir dans les paramètres de l'outil fourni avec le joystick, mais rien à faire, toujours pas détecté. Et alors là où le troubleshoot est compliqué, c'est que c'est le seul périphérique en MIDI dont je dispose, et c'était également le seul PC avec un port MIDI que j'avais à disposition. Donc vous voyez le problème, en fait je ne savais pas dire si c'était le joystick qui était en panne ou si c'était le PC qui ne le supportait pas pour une raison X ou Y. Donc pas le choix, j'ai ressorti une vieille carte mère Asus Cube X avec son Celeron à 533 MHz. J'ai collé une carte son en Vibra 16 en ISA dessus, et là, force est de constater que le joystick fonctionne bien. Je dois donc me rendre à l'évidence, c'est mon build qui a un problème une fois de plus. Alors que j'allais me résigner à ne pas pouvoir utiliser mon joystick avec ce build, j'ai finalement eu une idée. Au lieu d'utiliser le port MIDI de la carte son, j'ai utilisé celui de la carte mère. Pour ça, j'ai dû brancher un connecteur et j'ai dû réactiver le port dans le BIOS. Et cette fois, ça marche. Le joystick est reconnu. Et comme vous pouvez le voir, le retour de force fonctionne aussi.
Ah, c'est tellement plus confortable de faire de la simulation aérienne avec un joystick. Hors caméra, je me suis fait plusieurs parties, ce jeu est vraiment cool. Et d'ailleurs, s'il y a parmi vous des gens qui ont connu ce jeu et qui aujourd'hui jouent à DCS, je suis très curieux de connaître votre avis. Ah, et vu que ce projet s'est éternisé, j'ai eu le temps de commander un lot de lecteurs CD sur le bon coin. Je les ai testés, les 3 de droite fonctionnent, les 2 de gauche ne s'ouvrent pas. Donc j'en ai pris un de couleur noire qui marche pour le monter dans le boîtier. Voilà, après toutes ces péripéties, je peux enfin refermer le boîtier. Et je trouve que ça rend plutôt bien, hein. Encore une fois, je me répète. J'ai même trouvé un petit coin chez moi où j'ai pu installer tout le matériel. Ce sera le coin Gaming Retro PC. Et tant que j'y pense, voici mon build en version finale. Alors, il y a quelques petites choses que je dois mentionner à propos de ce build. Bon, comme vous pouvez le voir, il fonctionne plutôt bien, et ça j'en suis très content puisque ça m'a permis de rejouer notamment à ce vieux jeu. Mais pour être honnête, il y a certaines limitations et certains problèmes que je n'ai pas réussi à résoudre. Dans la précédente vidéo, j'avais déjà mentionné le fait que l'émulation Sound Blaster 16 ne marche pas quand on est dans le mode pur DOS. Mais ça, à la limite, c'était pas trop grave puisqu'il suffisait de démarrer en mode Windows 98 et là, l'émulation fonctionnait, donc on pouvait jouer au jeu DOS de cette manière. Mais je le mentionne puisque ça veut dire que ce build ne serait pas idéal pour un setup 100% DOS par exemple. Ensuite, il y a la GeForce 4 TI 4200, donc la carte graphique Nvidia, qui est quand même assez bruyante. Et donc il est probable que je cherche à la remplacer par autre chose prochainement. Et enfin, le plus problématique, c'est la durée de vie de Windows 98 sur ce build. J'entends par là que des fois, je démarre la machine et j'arrive sur un écran bleu, et il n'y a rien que je puisse faire. C'est-à-dire que si je redémarre, je retombe sur le même écran bleu, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai pas d'autre choix que de réinstaller Windows. Alors, j'ai pas identifié exactement d'où ça vient, mais je pense que c'est quand j'utilise trop souvent le bouton Reset. J'ai l'impression que le fait de redémarrer brutalement Windows 98, il aime pas ça. Mais néanmoins, j'ai pas souvenir que Windows 98 était aussi fragile que ça, donc il y a peut-être un problème avec mon build quand même. Alors ce que je faisais durant les phases de test, c'est que j'enlevais le disque dur, je le branchais sur mon adaptateur IDE vers USB et je faisais une sauvegarde. Mais vu que mon adaptateur IDE vers USB a rendu l'âme, maintenant je procède différemment. Ce que je fais maintenant, c'est que je boot l'ordinateur sur un live CD de Clonezilla et je fais une sauvegarde du disque tout simplement. En tout cas, à l'avenir, il faudra que je fasse plus de tests. Par exemple, je pourrais essayer d'installer Windows 2000 ou même Windows Millennium, ou alors je pourrais tenter un autre build avec une carte mère plus ancienne et voir si j'ai les mêmes problèmes. Pour finir, un mot sur mon problème de port USB frontal que je n'ai pas pu brancher. J'ai tout d'abord acheté ce petit splitter, car oui, bien qu'il n'y ait qu'un seul connecteur physiquement sur la carte mère, il peut en fait être relié à 2 ports. Sauf que ce petit truc ne marche pas, j'imagine que le câblage ne correspond pas. Donc finalement j'ai acheté ça, c'est un hub USB miniature, ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Testons donc le premier port USB. Très bien. Testons maintenant le deuxième port. Parfait. Je peux donc maintenant utiliser mes 2 ports USB. C'est super. Voilà qui conclut cette aventure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir regardé, à bientôt.